Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux archives pour cette nouvelle conférence d'Hervé Bellison. Hervé donc, nous a fait plaisir de venir parler de la misère et de la violence en Picardie. Hervé est docteur en histoire, HDR et enseignant en partenariat à l'UPJV. Et Hervé aussi est aussi un de nos anciens collègues, donc il revient sur les lieux du crime. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci Xavier, merci aux archives départementales de la Somme de m'avoir invité encore une fois pour présenter mes travaux de recherche. Et merci à vous tous d'avoir bravé l'obscurité et l'humidité pour venir un soir jusqu'ici, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je commence ma conférence par ceci. Voilà, ce sont des photos que j'ai prises de documents que j'ai utilisés ou découverts aux archives départementales. Et vous avez ici... j'avais pris un laser. Il est là. Vous avez ici... Ça se voit pas tellement. Voilà, non, ça ne se voit pas sur l'écran. Et si je baisse, vous voyez? Non, c'est curieux, hein. Bon, enfin voilà. En dessous du laser, vous avez un gros registre qui a été... qui est un registre d'une étude notariale amiénoise au XVIe siècle. Donc vous voyez le type de document sur lequel on peut travailler, c'est très agréable parce que vous avez déjà cet aspect, hein, c'est mystérieux, et puis ça sent bon, et puis on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et en dessous, sur le côté, pas en dessous, sur le côté ici à droite, vous avez une minute notariale hein, qui date de 1636 ou 1637. Donc à l'époque des guerres franco-espagnoles, hein, pendant la guerre de 30 ans, où on voit que là c'est tout à fait lisible, et puis par contre à l'intérieur beaucoup moins, vous verrez. Et donc des minutes notariales, c'est intéressant parce que les notaires notaient ce que les Amiénois ou les gens des environs venaient raconter. Alors parfois c'était des histoires d'achat de terre, et puis parfois c'était des histoires de rançon. Des gens qui avaient été capturés autour d'Amiens et puis qui avaient payé une rançon, qui venaient se plaindre, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis les deux autres documents, alors celui qui est la carte, un recto verso, avec l'année 1637 et puis un trou qu'on voit un peu dans la partie supérieure, gauche ou droite, ça dépend. Eh bien, cette carte, elle a été utilisée par les officiers du bailliage de Montdidier. Alors un bailliage, c'est une circonscription administrative judiciaire, et elle a été utilisée par les officiers du bailliage de Montdidier pour classer toutes les affaires qui avaient été passées en 1637, donc sous le règne de Louis XIII, à quelques encablures d'ici, et chaque année, il y avait une carte qui servait à séparer l'année de la précédente et de la suivante, etc. Et donc, c'est assez chouette de découvrir ça. Et puis alors au milieu, ça c'est beaucoup plus rare, à l'intérieur d'une liasse du bailliage de Montdidier, c'était en 1741, une pièce à conviction, je suppose, en tout cas un bijou paysan. On voit un fil, du fil d'Archal, ça s'appelait, c'est une sorte de fil de fer très fin, qu'il n'a pas rouillé, et puis la décoration interne, c'est de la paille. Et donc c'est une sorte de boucle d'oreille ou de pendentif. En réalité c'est grand comme ça, c'est grand comme une pièce de 5 francs avant. Et donc un bijou, on voit de la paille comme ça, c'est entrelacé, c'est assez émouvant de découvrir ça, et puis bon c'est magnifique. Voilà, alors un bijou paysan. Ensuite, ici, puisque je parle de bailliage, ici dans la Somme, enfin l'actuel département de la Somme, il y avait plusieurs bailliages, hein. Il y avait Amiens, il y avait Doulan, Abbeville, Montdidier, Roye et Péronne. Et ça, c'est Montdidier, c'est celui sur lequel j'ai travaillé le plus. Il y a ici, dans les sous-sols, énormément de documents qui ont été laissés par les officiers judiciaires. Et ce sont des archives particulièrement intéressantes. Je vous en parlerai après pour vous expliquer. Donc celle-ci date de 1729, c'est toujours fait à peu près comme ça. Il y a une couverture, comme à gauche, information faite au village d'Angeste
pour le sieur Firmin de l'Épine, curé du village, etc. Et puis contre Antoine de la Croix, dit Cron, tailleur d'habits. Et puis après, vous avez les témoignages. Bon, après, il faut aimer la paléographie, mais moi, ça va, j'aime bien. Et sinon, on découvre dans les archives eh bien, toute une série de signatures. Alors, vous voyez que les benzons qui sont au milieu à gauche, eh bien, en 1604, ils savaient signer. Et ce qui veut dire que c'était des laboureurs qui avaient pu envoyer leurs enfants à l'école du village, donc pour le moins. Et donc ça, c'est intéressant. Par contre, les autres, en haut, vous avez un paysan qui signe en dessinant une herse. Oui. En haut, à gauche, voilà, ici. Ici, alors celui-là est amusant parce qu'il s'appelait Adrien de la Porte et il a dessiné une porte. Bon. À côté, là, à droite, vous avez un meunier qui signe avec les ailes du moulin. Et puis, celui-là, il est pas mal aussi, c'est un marinier sur l'arbre à Moreuil et d'encre. Et enfin, celui-là, il avait appris ses lettres, Jean de Morcy. C'était un marchand dans un village du Santerre, 1604 de mémoire. Et il ne devait pas savoir écrire, mais il connaissait au moins ses lettres, il était capable de signer. Bon, et puis alors ça, ce sont des hommes. Hein. Après, il y a des femmes. Alors là, les femmes, bon, c'est vite vu. Sauf si ce sont des gens de la haute. Sinon, vous avez... Ah ben non, ça marche plus. Vous avez une croix au bout de la flèche rouge. Et c'est écrit Marc de la dite Ouable. C'était une certaine Marie Ouable qui était emprisonnée et, sous Louis XV. Et donc, elle ne savait pas écrire parce que les filles n'allaient pas à l'école. Donc, très peu, en tout cas. Puis en dessous, vous avez la signature d'un greffier. Alors voilà le type de documents qu'on peut découvrir, et ces documents sont assez intéressants parce qu'ils lèvent le voile sur toute une série d'informations. Les jurons, vous allez voir, les dénonciations, la vie au village, un jeune se fait assassiner, les autres jeunes sont interrogés, ah bah il dansait, un soir de novembre 1685, à Angers-sur-Santerre, et il dansait, il n'y avait que des garçons, il n'y avait pas de filles, donc il dansait entre garçons au son de la cornemuse. Et parce qu'effectivement, jusqu'au XVIIe siècle, ici, on joue de la cornemuse, comme dans beaucoup de campagnes de France finalement. Et voilà, on trouve ce genre de choses. Alors moi, ça m'a intéressé parce que, de par ma formation et de par mes goûts, je m'intéresse à l'histoire des générations qui nous ont précédés. Hein, il y a environ entre 7 et 14 générations avant nous, ce qui paraît loin, mais finalement ne l'est pas tant que ça. Et donc, à cette fin, vous voyez, j'ai réalisé un travail et une thèse de doctorat sur Montreuil, à côté de Paris, sous Louis XIV, où vous avez toutes les signatures des principaux habitants de Montreuil, qui était un gros village de vignerons à l'époque, pas une ville de 100 000 habitants, évidemment. Et donc, quand vous avez, par exemple, il y en a une, Jacques Gay, une signature assez moche, bon, bah, le malheureux, on sait qu'en 1694, il est mort de faim. Vous voyez, on arrive à identifier les personnages sur lesquels on travaille, ce qui est assez chouette. Ensuite, fort de cette expérience où je travaillais sur l'impact culturel de Paris sur les campagnes environnantes, à travers l'exemple de Montreuil, je me suis demandé ce qui se passait en Picardie. Donc j'ai réalisé une recherche et un livre sur l'introduction des produits exotiques, en quelque sorte, notamment le café, mais pas seulement, dans les campagnes du Santerre au XVIIIe siècle, à travers l'étude des inventaires après décès. J'ai vu que les gens, 12% à peu près, avaient des cafetières à partir de 1750, ça m'a interrogé, et à partir de là, j'ai cherché. Et j'avais eu le prix des archives de la Somme à l'époque pour cet ouvrage. Et puis ça, c'était mon HDR, donc une habilitation à diriger des recherches, c'était une deuxième thèse. Et j'ai travaillé sur les registres d'internement et de patrouille d'un inspecteur de la Bastille, sous Louis XV, qui a laissé de beaux documents qui sont aux archives de l'Arsenal à Paris. Et donc voilà, ça a été encore un lien. Mais pour revenir au sujet de ce soir, misère et violence en Picardie, eh bien, ça m'intéresse tout ça parce que, comme beaucoup de gens
au début de mes recherches, je n'y connaissais pas grand-chose, et donc j'avais en tête la toile de Jouy, le mouton chéri, hein, avec un joli berger et une belle bergère, ou encore le hameau de Marie-Antoinette à Versailles. Donc vous avez là des campagnes sans cochons, sans nuisances olfactives, avec des jolies bergères mignonnes, c'est rose, c'est vert, c'est super. En fait, c'est la campagne vue par les élites au XVIIIe siècle. Et est-ce que ça ressemblait vraiment à ça? Et donc, sans doute pas. En tout cas, grâce aux archives, on arrive quand même à en savoir davantage. Toutes ces sources que je viens de présenter très rapidement, eh bien, elles permettent de révéler les faits, les gestes, les cris, les jurons d'une population qu'on a oubliée, évidemment, puisqu'on n'a pas une mémoire au-delà de cette génération. Et c'est intéressant parce qu'il semblerait qu'au regard de l'énergie qui a été mise par la population pour résister encore et toujours à la misère, à la pression des élites sociales, etc., on retrouve quand même des réactions ou même des phrases, il y a 300 ans, qui ressemblent à ce qu'on entend aujourd'hui, comme si nous étions à notre insu les héritiers, et nous le sommes probablement, de ces populations. Voilà. Alors, par exemple, nous voici à Moreuil. À Moreuil, alors à peu près comme ça aujourd'hui, la carte postale à droite, comme ça au XVIIIe siècle, et au XIXe dans cette gravure, donc très jolie, avant les bombardements, puisqu'il ne reste rien de tout ça. Devant l'église, sur la gauche, vous avez la petite place du marché au blé. Alors, imaginez, nous sommes à Pâques, en l'an de grâce 1695, donc 1695, et vous avez un moine bénédictin de l'abbaye de Moreuil qui court de toutes ses forces, hein, parce qu'il court pour sauver sa vie en fait, parce qu'il y a 3 personnes qui lui courent après, avec des fusils, et qui lui tirent dessus. Alors lui, il s'empêtre dans sa robe de bure, mais bon, il finit par être sauvé par une femme qui lui ouvre sa porte. Les 3 furieux défoncent la porte, entrent chez la femme, lui tapent dessus, mais c'est trop tard, le moine a réussi à se sauver par le jardin. Bon, alors après il y a une enquête et on apprend ce que racontaient les gens qui tiraient sur le moine. « Ah, bougre de chien de moine, mordieu, faut que je te tue, gernis Dieu. Je renie Dieu. Ah, gernis Dieu. » Et ces gens-là, c'est pas n'importe qui, c'est le capitaine du château de Moreuil, dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, et 2 de ses affiliés. On change de paroisse, on part à Angers-en-Santerre, à 10 km. 26 juillet 1702, imaginez un type à cheval, il galope dans les blés. Alors, je n'ai pas de blé d'Angers-en-Santerre, mais j'ai pris un champ de blé, comme ça, je le trouvais joli. Et ça doit être à peu près comme ça. Et puis, donc, il galope dans les blés, et il tient les rênes de sa monture d'une main, et de l'autre, il tient un pistolet. Et il arrive en plein champ, on est au mois d'août, hein, au mois de juillet, il arrive en plein champ devant un autre paysan, et voilà un témoin de la scène, à toute bride, à cheval, Antoine Ouable a présenté son pistolet bandé à Antoine de Sachy, jurant et reniant le saint nom de Dieu à tout moment, agissant comme un véritable Fuchs. Et il lui a dit de descendre de sa charrette au plus tôt, qu'il avoua 3 balles dans le pistolet, disant à son fils, Jean Ouable, 15 ans, que quand il aurait 16 ans, s'il ne tua point ce bougre de Sachy, de s'en aller hors du pays, qu'il le renieroit pour son fils. Bon, alors c'est Antoine Ouable, j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance, c'est mon ancêtre direct à la 10e génération. Donc voilà, on s'est calmé un peu depuis. Quant au gamin, il n'a pas eu de chance, de toute façon, il est mort à 16 ans d'une maladie. Hein, il fallait 2 enfants pour faire un adulte à l'époque, et voilà. Donc il n'a pas eu l'occasion de tuer de Sachy. Et voilà. Et au même moment, évidemment, l'État monarchique a bien des soucis, parce qu'il tente... on est en pleine monarchie absolue, donc l'État cherche à civiliser quelque peu les mœurs des campagnards ou des gens des villes,
Et pour ce faire, elle a une technique qui vaut ce qu'elle vaut, d'ailleurs qu'on connaît tous, hein, ils l'ont bien cherché, des bourreaux, des corps qui sont flétris au fer rouge, des gens qui sont fustigés, nus au carrefour des villes ou des bourgs, et hommes ou femmes d'ailleurs, des tortures, etc., des condamnés à la roue. Hein, vous voyez ici cet exemple. Donc vous avez un personnage il y a un prêtre qui lui met le crucifix au-dessus de la tête pour l'envoyer vers l'au-delà ou lui demander s'il a quelque chose à dire pour dénoncer ses complices, par exemple. Ça s'appelait un testament de mort. Et donc le malheureux est sur la roue et il va avoir les membres brisés, la cage thoracique brisée. Et après, on pouvait faire tourner la roue dans certains... Bon, non. Et les gens regardent parce que le supplice est public, parce que c'est une manière de montrer aux gens qu'on ne plaisante pas avec les autorités. Hein. Donc c'est public, c'est comme ça à l'époque. Alors pour arrêter les gens, eh bien, il y a toute une série de personnels. Alors c'est très particulier parce que ici, vous avez le roi Henri III, donc Henri III qui s'est fait assassiner en 1589, avec l'une de ses ordonnances. Et ce personnage, eh bien, par l'ordonnance de Blois, il a intimé les seigneurs qui possédaient soit des villages complets, soit plusieurs villages, soit au contraire des morceaux de villages. Et en tout cas, il leur a demandé avec force, avec vigueur, de réaliser ce qu'ils devaient faire quand ils avaient le droit de haute justice, moyenne justice, basse justice. Haute justice, ça voulait dire qu'ils pouvaient pendre quelqu'un quand même. Donc voilà, c'était aux seigneurs de faire leur boulot. Alors c'est pour ça qu'on voit toute une série de carcans apparaître au XVIIe siècle sur les places des villages ou des bourgs. Alors, en France, il n'y en a plus trop parce qu'il y a eu la Révolution, mais j'en ai trouvé un en photo en Allemagne. Voilà, donc imaginez, vous êtes accroché là-dessus avec un panneau, voleur, ou des choses comme ça. Et puis on se moque de vous, on vous jette, je ne sais quoi. Bon, donc il y avait des carcans un peu partout. J'en ai retrouvé dans les archives à Moreuil, à Folly, Beaucourt-en-Santerre, Mailly-Renneval. Bon, il y avait toute une série comme ça, mais il y en avait bien d'autres. C'est seulement ceux dont j'ai trouvé la trace. Et alors le personnel, eh bien, on avait pour chaque seigneur un lieutenant de justice qui était secondé par des sergents, alors, un ou plusieurs sergents féodales selon la taille de la paroisse. Et puis après, il y avait toujours un greffier, quelqu'un qui savait écrire et qui enregistrait les affaires. Bon, imaginez l'impartialité de ces personnages embauchés par le seigneur qui arrêtaient leurs voisins pour le compte du seigneur. Donc il n'y avait aucune impartialité. Et on peut imaginer que ça devait être assez folklorique quand même. Quand les affaires étaient trop, comment dire, sortaient du cadre de la seigneurie, à ce moment-là, eh bien, j'oublie ça. Ça vient des archives des Hautes-Pyrénées. C'est un de mes collègues qui a récupéré ce dessin, qui l'a colorisé. C'est paru dans un livre. Et on voit un greffier et puis des gens qui sont en train de déposer. Ça a été dessiné à l'époque, probablement à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Voilà, donc on les imagine comme ça. Alors, je reviens maintenant à notre région. Nous voici à Montdidier. Au bout de la flèche rouge, vous avez ce qu'on appelle à l'époque la salle du roi. Maintenant, les gens de Montdidier appellent ça le prieuré. La salle du roi, vous l'avez en photo en haut à droite. Donc, c'est très joli. Hein. Bon, c'est un bâtiment qui a sauté en 1918, comme le reste, mais il est resté le rez-de-chaussée. Il a été reconstruit dans le style pseudo-renaissance. Et ça a été le tribunal de Montdidier pendant longtemps. Ensuite, le centre des impôts. Et bientôt, ça va être un musée. Donc ça, c'est assez chouette. Et en-dessous, j'ai mis une photo de Rome, où vous avez donc la colline avec la roche tarpéienne, d'où on balançait les condamnés à mort. Et ça fait un peu le même effet là-bas, hein, à Montdidier. Je me suis dit, on a une roche tarpéienne picarde en quelque sorte, sauf qu'on ne balançait personne dans le vide. Donc voilà. Alors, cette salle du roi, c'était vraiment le lieu qui était probablement craint par toute la population des environs, et les archives sur lesquelles j'ai travaillé ont été produites à l'intérieur, pour une grande partie. Il reste quand même les cachots.
qui pour l'instant ne sont pas encore ouverts au public, mais ça ne saurait tarder, j'espère, où vous voyez des gens qui ont gravé, par exemple Antoine Simon à Belleuse. J'ai vérifié dans les registres paroissiaux, il y avait bien une famille Simon à Belleuse, donc au XVIIe siècle, et puis les gens gravaient des soleils, il y a des fleurs de lys, il y a aussi IHS, Jésus sauveur des hommes, souvent il devait prier devant. Bon voilà, alors il reste les cachots, et ces cachots, eh bien, ils permettent, enfin, on peut imaginer à quoi ça ressemblait, la vie à l'intérieur, grâce à des documents. Alors, pour gagner du temps, je passe sur ces évasions. Simplement, sachez que c'était pas les cachots, mais les prisons. La prison en général, c'était quand même le royaume des courants d'air. Et donc, il y avait régulièrement des évasions. Et donc, je reviendrai sur le sujet. Simplement, sachez que si on était dans les cachots, c'était plus difficile de s'évader. Et j'ai trouvé l'histoire d'une certaine Geneviève Balin, qui était une voleuse. Elle s'était fait prendre en flagrant délit dans un château, et elle avait été donc enfermée dans une de ces geôles. Elle avait 24 ans, et puis bon, elle a été condamnée à mort, parce que si vous étiez coupable de meurtre, vous pouviez éventuellement vous en tirer, enfin ça dépendait. Mais si vous étiez un voleur, là, on ne touche pas à la propriété. Bon, donc là, souvent c'était la mort, et quand on était condamné à mort, on pouvait faire appel. Et quand on faisait appel, on était envoyé à Paris, à la conciergerie, où on était enfermé pendant un petit moment, et puis ensuite on passait devant la Cour de justice du Parlement de Paris, parce que la Picardie relevait du Parlement de Paris. Et là, en général, les sentences étaient moins sévères, peut-être parce que les juges ne connaissaient pas les prévenus. En tout cas, bon, il y en a quand même plein qui se faisaient tuer après l'appel, mais pas toujours. Et cette Geneviève Balin, qui était une maligne, elle a été enfermée dans une geôle, elle a réussi à s'échapper de la geôle dans la conciergerie pour rentrer dans la geôle d'à côté, où il y avait 2 prisonniers qui l'ont engrossée. Et ensuite, eh bien, comme on ne pouvait pas pendre une femme enceinte, bon, ils ne l'ont pas pendue. Et après, je ne sais pas, parce que le problème des archives, c'est qu'on travaille avec ce qu'on a, et on n'a pas forcément la fin de l'histoire. Mais en tout cas, c'était quand même surprenant. Bon, alors pour en revenir au bailliage de Montdidier, le voilà. Alors, la flèche du haut, c'est Moreuil. Celle le plus en bas, c'est Saint-Just-en-Chaussée. Et puis, vous avez Montdidier, Resson. Et là-bas, vers l'ouest, vous avez Breteuil. Donc, en gros, dans ce cercle, eh bien, c'était le ressort du bailliage de Montdidier. Donc, les archers, on disait que c'était des archers, mais il n'y avait plus d'arcs depuis Belle-Lurette. Le bailliage a été créé en 1506, alors peut-être qu'au début il y avait des archers, mais là visiblement ils avaient des pistolets et des fusils, des chevaux, et c'était le territoire sur lequel ils sillonnaient pour répondre aux plaintes nombreuses de la région. Le bailliage, c'est 143 paroisses, 100 000 personnes, 100 000 justiciables, donc ça fait du monde quand même, c'était un territoire considérable. C'est pour ça, sans doute, qu'il y avait une telle production d'écrits. Ces policiers, ils étaient sous l'autorité d'un lieutenant général au gouvernement du Santerre. C'était un personnage très important, qui était secondé par un lieutenant criminel, puis un lieutenant particulier civil et des conseillers. Et alors, ces gens-là siégeaient au tribunal de Montdidier, et puis à la salle du roi, au-dessus des geôles, et puis autour, il y avait des avocats, des notaires, des procureurs du roi qui étaient secondés par tout un personnel, alors des substituts, des greffiers, des commis, enfin, il y avait tout un tas de familles qui vivaient de la justice dans les sièges des bailliages, et pour devenir lieutenant général, donc le sommet, eh bien il suffisait de payer, bon, et d'être catholique. Et quand même, et de savoir lire et écrire, enfin bon, il y avait du BABA. Et par exemple, j'ai trouvé cette affaire incroyable, les offices donc s'achetaient, j'ai trouvé un certain Louis-Joseph de Bertin, né en 1727, en 1789, il a 72 ans, bon, il va
prendre sa retraite sans doute. Et il vend donc son office de lieutenant général 36 000 livres. 36 000 livres, le salaire d'un ouvrier agricole, c'est 1 livre. On est en 1789, donc vous voyez la fortune que ça coûtait. Bon, alors, ce qui m'a amusé, c'est que celui qui lui achetait ça, l'office, il s'appelait Jacques-Édouard Vérani de Varennes, et c'était un riche personnage qui était receveur d'étail, donc une sorte de fermier qui relevait les impôts, enfin qui faisait relever les impôts, à Montdidier, et il l'a acheté pour l'offrir, l'office, à son fils, pour ses 20 ans, qui s'appelait Pierre-Jean Vérani de Varennes. Et pas de chance, mauvais calcul, en fait, il l'a acheté donc le 2 mars 1789. Voilà, avec un petit souci avec les offices, puisqu'ils ont été supprimés peu à peu. Donc il y a laissé des plumes, comme on dit. Alors ces gens-là, ils formaient un cercle très restreint, évidemment. Donc à Montdidier, vous avez de la Villette, les Fourmans, les Le Caron, les Covelles de Beauvillers, boulevard Beauvillers, oui, voilà, c'est eux. Bon, tous ces gens-là, ils étaient tous nés à Montdidier, ils se mariaient entre eux, ils pratiquaient l'entre-gens. Et puis, comme ça, la justice restait dans les mêmes familles. Par exemple, en 1534, sous François Ier, le lieutenant général, c'est Pierre de Bertin. Et je viens de vous dire que 250 ans plus tard, celui qui vend son office, c'est Louis-Joseph de Bertin. Donc ça restait dans la famille. Malgré tout, c'est pas parce qu'on est riche et qu'on est de la même famille qu'on s'entend bien. Et malgré tout, il y avait parfois des heurts. Alors, nous voici toujours à Montdidier, le 23 octobre 1700. Ce jour-là, c'est un samedi et c'est un jour important parce que c'est la fête de Saint-Lugle et de Saint-Luglien. Donc vous avez ici des reliquaires. Alors, à l'intérieur, il doit y avoir un os ou quelque chose. Bon, ce ne sont pas des reliquaires qui datent de 1700, parce que ceux-là ont été fondus au XIXe siècle. Bon, enfin, ils sont beaux. Et ce sont les saints protecteurs de la ville, avec quelques autres. Ils sont très importants. Pour la population d'alors, je rappelle que la religion catholique était obligatoire, et que les gens, en 1700, étaient imprégnés de catholicisme. Donc pour eux, c'était très important. Et c'est le jour où donc une procession va déambuler depuis le prieuré. Alors le prieuré, c'est l'église qui se trouve là, sur la gauche, qui n'existe plus. Le prieuré Notre-Dame, où étaient les reliques. Et puis les gens donc, vont passer devant l'église Saint-Pierre, qui est au premier plan, avancer plus loin. Et alors comment ils avancent? Il y a un règlement. Et donc ceux qui sont sur la droite, ce sont les officiers du bailliage, les gens de justice. Et puis ceux qui sont sur la gauche, qui sont souvent leurs cousins, ce sont les gens du corps municipal. Alors ceux-là, ils administrent la ville. C'est moins prestigieux, parce que ce sont les gens de justice qui ont une prérogative sur les gens qui administrent la ville, même s'ils sont du même monde. Et puis, marcher à gauche, sinistra, en latin, je crois, eh bien c'est moins bien que marcher à droite. Et alors, devant, derrière les enfants de chœur, le curé, etc., eh bien vous avez le maire, on dit le mailleur, à gauche, et puis le lieutenant général à droite, qui avance et qui se dirige, après être passé devant l'hôtel de ville, qui n'existe plus, nous avons une belle gravure ici, dans le livre du bourgeois Sellier. Eh bien, ils arrivent devant, ils sont passés aussi devant l'église Saint-Pierre de Montdidier, qui elle existe encore, et ils finissent, après avoir traversé la ville, devant l'église du Saint-Sépulcre, qui a bien changé, et là, il faut entrer. Il faut entrer derrière le porche, seulement voilà, il y a un petit problème. On a oublié d'enlever les bancs de messe des femmes, et donc ça gêne pour entrer cette foule. Et à ce moment-là, il y a un peu un méli-mélo, et donc le mailleur essaye de passer devant le lieutenant général. Et ça ne lui plaît pas du tout. Alors il l'empoigne, la prière continue, les prêtres chantent, etc. Il l'empoigne, et puis bon, ceux qui sont à droite et à gauche essayent de les calmer un peu. Ce sont des hommes jeunes, ce sont des nobles, mais des têtes brûlées. Vous avez Jean-Édouard de la Villette,
qui est le lieutenant général, et l'autre c'est Charles-Antoine de Saint-Fucien. Voilà, des gens bien, mais quand même, ils sont énervés. Et ils avancent, la messe continue, et puis à un moment, non, là c'est trop, ils sont arrivés devant le chœur, et puis là encore, il y a un méli-mélo. Et donc, tout à coup, eh bien, Jean-Édouard de la Villette, le policier, il envoie un coup de poing dans la figure du maire. Alors, ça énerve la femme du maire, qui arrache la perruque de Jean-Édouard de la Villette et qui la balance au milieu de la nef. Tout ça, c'est dans les archives d'ici. Et ensuite, eh bien, les gens s'empoignent. Alors, vous avez un sergent, c'est-à-dire un policier de base, quoi, qui essaye de séparer, mais vous avez un ami d'un des deux, je ne sais plus lequel, qui lui dit « Pousse-toi, sinon tu auras 100 coups de bâton ». Et puis, enfin, bon, ça dégénère complètement, mais les prêtres ne perdent pas leur sang-froid, ils continuent de chanter, et ils sortent de leur église en entraînant la foule. Et l'histoire se termine que, eh bien, de la Villette, le policier va se réfugier chez l'un de ses huissiers, et le maire ne continue pas la procession non plus parce que sa robe est toute déchirée, hein, ce sont des gens de robe, et donc il doit rentrer chez lui. Alors quand on considère le niveau de violence chez ces belles personnes, on imagine ce que ça donne, qui sont allés au collège, etc. On imagine ce que ça donne en général. Bon, et justement, alors évidemment, je ne vais pas vous raconter tout mon livre en une heure, mais j'ai choisi quelques affaires, et notamment celle du droit de marché. Alors, le droit de marché, c'est chez les paysans très important, c'est totalement illégal. Ça existe, on pense, depuis le XVe siècle, on ne sait pas si ça existait avant, dans le Val d'Oise, et puis l'actuelle Picardie, beaucoup dans le Santerre, beaucoup vers Saint-Quentin. Le droit de marché, c'est l'idée que si un bourgeois, un noble ou un ecclésiastique possède une terre et vous la loue pour fermage, donc vous êtes son fermier, très bien, mais quand vous mourrez, c'est votre fils ou votre fille qui pourra continuer d'exploiter la terre, et pas le fils du voisin. Hein, c'est ce qu'on appelle le droit de marché. Ça permet de bloquer les prix des fermages, et alors évidemment, celui qui n'est pas content, c'est le propriétaire, parce qu'au bout de X générations, il gagne moins. Et alors, comme les propriétaires sont des malins aussi, ils essayent de trouver d'autres fermiers, des têtes brûlées. Hein. Parce que si un fermier dépointe la famille déjà en place, un dépointeur on appelle ça, eh bien il risque sa peau. Voilà, tout simplement. Et donc les archives judiciaires le montrent bien. Alors ici vous avez cette lettre anonyme, qui est quand même assez géniale, qui date de 1788, elle est ici aux archives, elle date de 1788 et on dirait qu'elle est actuelle, quoi. Alors c'est écrit, bon, moi je l'ai tapé parce que c'est plus facile, ça s'adresse à un maréchal Ferrand. Maréchal, tu n'as pas été obéissant à ton seigneur, sa ferme est pour nous, la Saint-Jean est passée, le coquin n'a pas voulu rendre notaire. Si tu continues de loger leurs chevaux et ce cavillon, c'est un nom de famille, qui les fait labourer, tu te souviendras du lendemain de notre fête. Demande à Dangeste. En fait, Dangeste, c'est un paysan dont ils ont brûlé toute la récolte. Demande à Dangeste, il sait de quel feu nous l'avons chauffé. Tu seras, CERA, de même, avant peu, signé les mêmes. Voilà, une lettre anonyme, hyper inquiétante, découpée, je ne sais pas dans quoi, mais en tout cas, ça montre l'ambiance. Alors effectivement, j'ai choisi de vous parler de ça parce que, à l'époque, c'est un véritable fléau pour les élites sociales. Donc ici, vous avez des arrêts qui datent de l'époque de la Régence et un peu après, c'est-à-dire au début du règne de Louis XV. Les gens qui sont pris à assassiner des dépointeurs, ils sont déportés en Nouvelle-France. Alors vous avez ici, donc, pareil, aux archives, les affiches de l'intendance de Picardie qui expliquent que, par exemple, ici, la famille Le Couvet, d'un village des environs, eh bien, ils ont été condamnés à la déportation
à cause d'un dépointage. Ils ont assassiné des gens. Ça se passe beaucoup parce que là-bas, en Nouvelle-France, et dans le Mississippi aussi, on avait besoin de laboureurs, on n'en avait pas assez. Alors pour essayer de coloniser un peu, on envoyait les condamnés. Voilà, alors une histoire qui s'est passée dans le Santerre, toujours en gestion Santerre d'ailleurs. Ici, vous avez deux frères, César et François Ouable. Ce sont des gros paysans avec beaucoup de terre, des fermiers, et ils se font dépointer. Ils se font dépointer et ça les énerve parce que c'est aussi leur honneur qui est en jeu. Hein. Ce sont des gens qui ont le bras long au village. Les Ouables, ce sont les agents des chanoines de Saint-Quentin. Donc c'est pas rien. Ils ont des gens qui ont pas mal d'argent, ils ont acheté des offices pour rendre la justice sur place, etc. Et puis bon, ils se fâchent et il y en a un de la bande qui dit à un de ceux qui les a dépointés, tu me le paieras. Et il dit ça à la taverne devant tout le monde, ce qui n'était pas très malin. Alors, aussitôt après que celui qui avait été menacé s'est pris une balle en pleine tête, eh bien, tout le monde se dit, bah, c'est les Ouables, quoi. Donc la police arrive, les arrête tous. Alors ils arrêtent évidemment les deux frères, mais ils arrêtent aussi ceux qui sont supposés être les tueurs à gages. Et puis au passage, ils arrêtent aussi leurs femmes. Ça peut être pas mal parce que si on les envoie comme ça en Amérique, on envoie toute la famille. Et puis ils arrêtent leurs enfants aussi. Et ils les enferment à Amiens. Alors, à l'emplacement de la caserne de pompiers, là où, à la Hautois, il y avait une prison. Donc ils les enferment là, ils en enferment d'autres au Beffroi, et bon, ils en mettent un peu partout. Et ils sont quand même assez nombreux. Et puis voilà, le problème c'est que personne ne parle et ils n'y arrivent pas. Et je pense que les officiers à Amiens, ils ne savaient pas quoi faire des gosses. Alors, en plus, il y a une femme dans le tas qui meurt. Alors ici, c'est un acte, voilà, c'est un registre paroissial, enfin un extrait. Donc on voit ici la mort de Françoise Ouable, femme d'Antoine Chantrel du village d'Angest, prisonnière avec son mari. Bon, elle est morte, le bébé est mort aussi, le mari meurt aussi d'ailleurs. Et donc elle est enterrée au cimetière Saint-Denis, vous savez, la place René-Golet. Voilà. Et puis, donc, ils relâchent les femmes et les enfants, mais ils gardent les hommes. Les hommes ont été déportés sans aucune preuve, hein. Mais pas tous. Ceux qui étaient supposés avoir tiré. Ils ont été déportés, d'ailleurs ils sont revenus. Quelques années plus tard, et ça j'ai pas trouvé comment, mais ça m'a paru incroyable, que les gens qui partent dans le Mississippi puissent revenir quelques années plus tard, comme quoi, quand on dit que les paysans étaient coincés dans leur village et connaissaient... C'est pas si sûr. Bon, je reviens à cette affaire, les Ouables, à un moment donné, eh bien, ils ont essayé d'étouffer l'affaire avant de pour se disculper. Et donc, ils ont une idée géniale. Il y en a un des deux qui avait un fils qui était célibataire. Et donc, pourquoi n'aurait-il pas épousé la veuve du type qui avait été assassiné? Vous voyez? Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, on va voir la fille. Si jamais elle épousait le fils de l'assassin, ou peut-être même un des assassins, après elle pourrait certifier que non, et puis c'était pas eux. En plus, elle avait plusieurs enfants en bas âge, une femme ne restait pas avec 5 enfants en bas âge. Alors, le problème c'est qu'ils sont cousins. Donc il faut obtenir une dispense de l'officialité, c'est-à-dire le tribunal ecclésiastique à Amiens. Bon, ben, en payant, on l'obtient, donc ils obtiennent une dispense de l'officialité, ils se marient et ils font une fille. Mais finalement, ça se passe mal, la jeune femme refuse d'innocenter le beau-père, alors son mari lui tape dessus, et puis comme ça ne marche pas, eh bien, il finit par la mettre dehors, et il la met dehors, avec tous ses enfants, et alors je vous cite la phrase, « ce qui a fait grand bruit dans le village ». Malgré les conséquences et l'assassinat de Jean Cavenel, c'est celui qui est en gras, pas celui du haut, celui qui est en gras au 2e étage,
Et Barbe de Morcy, c'est celle qui a épousé le suivant. Eh bien, malgré l'assassinat de Jean Cavenel, vous voyez que quand même la tradition s'est poursuivie dans la famille sur plusieurs générations. Tous ceux qui sont en gras, d'une manière ou d'une autre, sont soit assassinés, soit tabassés, soit on leur brûle leur maison, s'ils n'ont pas eu l'idée géniale d'avoir un toit de tuiles, soit on leur brûle leur récolte, soit on leur casse leur charrue, et à chaque fois, il y a une plainte, évidemment. Et alors, Jean Cavenel, au 2e étage, Pierre Cavenel, son fils, Louis Cavenel, son neveu, ces trois-là, ils ont été assassinés. Bon, les autres, c'était plutôt des voies de fait. Voilà. Alors c'est pour vous dire à quel point posséder la terre, enfin tenir la terre c'est la richesse à l'époque, hein. Eh bien c'est pour vous dire à quel point c'était important, parce que les gens quand même s'accrochaient génération après génération pour essayer de faire leur trou, tant que faire se peut, et puis advienne que pourra. Alors ensuite je regarde l'heure, donc voilà. Je viens maintenant à une autre affaire qui m'a intéressé aussi, c'est une affaire de crime, une affaire de lèse-majesté. Alors quand même, une affaire de lèse-majesté ici, le roi ne se promenait pas dans le Santerre tout le temps, d'ailleurs il n'était pas là, mais vous allez voir comment ça s'est passé. Nous sommes en 1757, et le 11 janvier 1757, et ce sont des paysans du village du Quesnel, c'est sur la route Rouen-Amiens. Bon, il y a un puits, il y a une drôle d'odeur qui sort. Normalement, c'est un puits sans eau, il est abandonné, et là, il y a une odeur. Alors bon, on trouve un corps, et ce corps, c'est celui d'un marchand, un marchand d'œufs, qui a été assassiné à coups de pistolet et balancé dans le puits. Alors, ni une ni deux, on se doute bien qui a fait le coup, parce qu'il y a une bande de jeunes, déserteurs des armées du roi, par ailleurs contrebandiers de tabac, qui sèment la terreur dans la région. Leur chef, c'est Jean-Baptiste Ricard. Pardon, excusez-moi. Félix Ricard, dit Grand Félix. Son adjoint, c'est Jean-Baptiste de Morcy. Et puis, il y a quelques autres comme ça. Et ces gens-là, ils font vraiment peur à tout le monde. D'ailleurs, il y a eu plusieurs plaintes. Du côté du bois de Moreuil, ils ont tiré un coup de pistolet sur des passants pour essayer de les dévaliser, etc. C'est sûrement eux, d'ailleurs, c'est eux. Mais ils ont disparu. Alors, Félix Ricard est parti à Paris. Et arrivé à Paris, l'une des deux plus grandes villes d'Occident, hein, avec Londres, et il espère se fondre dans la foule. Et en fait, ça donne non, parce qu'il y a une très bonne police. Et d'ailleurs, dès qu'on arrive quelque part, à l'hôtel, les hôteliers doivent noter les noms dans un registre, et puis si c'est pas fait, la police débarque régulièrement. Bon. Donc, on le retrouve vite, on l'enferme et on le fait parler, en le secouant un peu, et là, il dit « Mais c'est pas moi, en fait, j'étais pas là, j'ai été approché par un marchand de laine, qui s'appelait Claude Lefort, dans le Santerre à Angers, et il m'a proposé de l'argent et un cheval pour tuer le roi. » Pourquoi il a dit ça? Quelques jours plus tôt, le 5 ou le 6, janvier 1757, vous savez, c'est l'affaire du canif d'Amiens, oui, qui a mis un coup de canif à Louis XV. Donc la police est sur les dents, le roi a eu très peur, il croyait que le couteau était empoisonné. Bon, en fait, non. D'Amiens, vous savez, a été écartelé dans des conditions atroces, bon, évidemment, il est écartelé au mois de mars. Et alors, c'était vraiment une drôle d'idée de raconter que, de près ou de loin, peut-être, Félix Ricard avait trempé dans un complot. Alors, il dénonce quelqu'un qui l'aurait payé, mais en réalité, il lui dit « Moi, non, j'étais pas là, je suis innocent, je m'étais sauvé à cause de ça. » Donc, j'ai pas tué le marchand d'œufs. Et alors, évidemment, Claude Lefort, ils l'ont emmené à Paris, Manu Militari, à la Bastille, forteresse royale. Il est interrogé, et puis on interroge aussi toute une série de personnes des environs, en Picardie. On les fait venir à Montdidier, alors des nobles, des curés, des gros laboureurs, des femmes, un peu de tout, 80 personnes à peu près, on a toute la liste, et ils sont tous d'accord pour dire « mais non, Claude Lefort, c'est quelqu'un de bien, et par contre, Grand Félix, il nous terrorise, à tel point qu'on ne sort pas du village autrement qu'en groupe, et avec des pistolets. » Voilà, donc c'est pour vous dire.
Alors, il est encore un peu secoué, Félix Ricard, et puis bon, il avoue, c'était pas vrai, etc. Alors, il n'aurait pas dû dire ça, parce que non seulement il est condamné à mort, mais en plus, il est condamné pour crime de lèse-majesté. Parce que rien que dire qu'il avait envisagé de tuer le roi, même s'il n'avait pas envisagé, ça lui vaut, eh bien, comment dirais-je, un sort atroce. En réalité, il n'a pas été écartelé. Il a été roué à Montpellier, devant l'hôtel de ville. Bon, c'est pas terrible non plus. Et à la fin, après sa mort, eh bien, son corps a été consumé sur un bûcher. Là, on a du détail. Il y avait 100 fagots. Donc, ils ont mis les moyens. Et enfin, c'est atroce. 6 jours après sa mort, il aurait eu 23 ans. Voilà. Donc, c'est pour vous dire l'ambiance. Quant à son copain de Morcy, il a été pendu, parce que lui, il avait avoué, mais sans ajouter de fioritures, donc il a été pendu, et il a été enterré au cimetière des pendus, qui se trouve donc derrière l'actuel, le futur musée, l'actuelle salle du roi à Montdidier. Et puis les autres croupissaient en prison, mais je n'ai pas retrouvé ce qui leur était arrivé, mais sûrement rien de terrible, de très enviable. Et enfin, je regarde pour une dernière affaire qui m'a intéressé aussi, et c'est une histoire de jansénisme. Alors ici, vous avez Cornelius Jansen, l'évêque d'Ypres, en Flandre, qui est un personnage important parce qu'il a voulu réformer l'Église, et à une époque où l'Église, il y avait un dogme qui était intangible, sauf si le pape décidait autrement. Et comme le dogme était intangible, il valait mieux faire attention. Et il se trouve que le pape, que vous avez à côté, Clément XI, a condamné les thèses de Jansen, le jansénisme, donc une pratique rigoriste de la religion, ne pas danser, les femmes s'habiller en noir, lire beaucoup, mais les femmes aussi. Enfin, il y avait toute une série de choses comme ça. Sans entrer dans les détails, le jansénisme a pris surtout dans la bourgeoisie parisienne qui s'opposait à la monarchie, et notamment au Parlement de Paris. Alors, le jansénisme a pris aussi chez une partie du clergé, par exemple l'évêque de Beauvais, un évêque de Beauvais qui était janséniste. Alors à Amiens, pas du tout. Le clergé amiénois du diocèse d'Amiens détestait les jansénistes et les pourchassait. Et ici, ce dogme janséniste, il a été condamné non seulement par le pape, mais aussi par Louis XIV, en 1707, si la mémoire est bonne. Donc, on pourrait se dire, tiens, pourquoi il parle de ça? Eh bien, parce qu'il y avait un village qui s'appelle le Plessis-Rozainvillers, près de Moreuil, et qui était un village très original, parce que c'est là qu'a été ouverte la toute première manufacture de bonneterie du Santerre. Et les patrons, enfin les propriétaires de cette manufacture étaient des Parisiens et des jansénistes. Et les jansénistes étaient des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui essayaient d'embrigader ceux qu'ils pouvaient. Et en particulier au Plessis-Rozainvillers, vous avez 600 habitants à peu près à cette époque-là, eh bien vous avez toute une série de personnes qui vont basculer dans le jansénisme. Et à partir de là, c'était 1713 la condamnation par Louis XIV. Et à partir de là, eh bien, vous avez un bras de fer entre l'évêque d'Amiens et le curé du Plessis-Rozainvillers, qui sont farouchement anti-jansénistes, et puis les autres. Et alors, voici ici l'église du Plessis-Rozainvillers. Bon, elle a été raccourcie parce qu'elle a sauté en 1918, mais ils l'ont reconstruit un peu dans le style. Et ici, donc, cette église, et à côté, Monsieur Vincent, Vincent de Paul, qui a prêché aux environs et qui a fondé l'ordre des Lazaristes, et qui sont des moines qui prêchent et qui organisent des missions pour convertir ces idolâtres baptisés qui étaient les paysans et surtout les jansénistes, et puis aussi les crypto-protestants qui se cachaient à droite ou à gauche. Et donc ces gens-là, les Lazaristes, ont été invités par le curé du Plessier qui s'appelait Jean Boutor pour venir dans le village et organiser une mission. Nous sommes en 1739,
Et alors une mission, eh bien, ça dure plusieurs semaines. Chaque personne doit communier, bien sûr, mais aussi se confesser, et puis les prières, le jour, la nuit, etc. Tout tourne autour de la mission, hein, pendant un laps de temps quand même important. Alors les habitudes sont chamboulées, et les gens sont remontés. Hein, comme ça fait 3 semaines qu'on vous dit que les jansénistes sont des hérétiques, des protestants, ils ne sont pas protestants, des sectaires, etc., etc. Donc les catholiques, et ceux qui suivent le dogme, ils sont remontés. Et en particulier le curé. Et voilà ce que dit le curé dans sa chaire, du haut de sa chaire, dans l'église que vous avez ici. Ça a été dénoncé dans un pamphlet qui a été rédigé par un anonyme qui a signé le bourgeois d'Amiens. Mais je suppose que c'était l'un des membres de la famille Sénart qui possédait la manufacture. Bon, en tout cas, je me suis cru obligé de monter en chaire pour faire réparation publique à toute ma paroisse, en présence des personnes des paroisses voisines qui sont ici présentes, afin qu'elles ne pensent pas que j'en veux à toute ma paroisse. Bon, il se répétait. Je n'en veux qu'à 7 ou 8 misérables qui ont voulu infecter cette paroisse en enseignant une doctrine perverse. Ce sont des misérables dont on doit se défaire. Oui, mes chers paroissiens, je serai roi le premier à tremper mes mains dans leur sang. Secondez-moi, mes chers paroissiens, secondez-moi, nous en viendrons à bout. Bon, alors à partir de là, il y en a qui se sentent concernés, visés. Donc, en l'occurrence, des jeunes filles de 18-20 ans, orphelines, on s'attaque toujours au plus faible. Quand on est en groupe, c'est plus facile. Et donc, ces jeunes filles orphelines, il y en a qui avaient un peu plus de présence d'esprit, qui sont parties avant la fin du sermon. Mais il y en a une qui est restée. Bon, il faut dire que c'est la sœur, elle s'appelle Ursule Gervois, et son frère, c'est vraiment un pilier du jansénisme rural, Fucien Gervois. Et donc, elle est restée. Elle a fait sa maligne, et puis elle n'aurait pas dû. Donc des gens commencent à lui arracher sa Bible, et puis à la frapper. Elle a de la famille quand même un peu. Donc d'autres s'interposent, et elle réussit à se sauver. Et derrière l'église, alors on ne la cherchait plus aujourd'hui, ça a été bouché, mais il y avait une mare. Et là, au moment où elle arrive devant la mare, des femmes lui arrachent sa coiffe, la saisissent et la balancent dans la mare. Elle arrive à ressortir et à courir vers sa chaumière. Et elle s'enferme. Mais les portes, c'était du cajot. Bon, donc tout le monde tape à la porte, la défonce. Les gens entrent dans la chaumière et ils la laissent pour morte, qui baigne dans son sang. Et on en reste là pour l'instant. Alors ensuite, le bourgeois d'Amiens, anonyme, il écrit le pamphlet pour dénoncer ça. Et à ce pamphlet, il ajoute... Il y a dans ce village quelques personnes de l'un et de l'autre sexe à qui Dieu a inspiré le désir de leur salut et qui y travaillent sérieusement depuis quelques années. Elles se distinguent par leur modestie et leur vie retirée. Elles sont bonnes jansénistes. Elles ont renoncé aux promenades, aux jeux. Elles ont renoncé aux autres dissipations si ordinaires parmi les jeunes gens de la campagne. Elles s'assemblent tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre et passent une partie de l'après-midi à lire en commun quelques bons livres imprimés avec privilège, comme le Nouveau Testament, l'Épître et l'Évangile du jour, etc., etc. Il en met toute une liste. Il termine par la vie abrégée des saints composés en faveur des pauvres de la campagne. Donc des lectures édifiantes. Et puis, elle récite quelques psaumes, et après, elle se retire chez elle sans faire de bruit, quoi, tout va bien. Hein. Donc c'est vraiment injuste de s'être attaqué à elle. Ce pamphlet, en réalité, est destiné aux officiers du Parlement de Paris, hein, pour choquer et pour aussi obtenir comment dirais-je, le soutien de ces personnages qui sont puissants et qui ont le bras long, et qui ont tellement le bras long qu'ils ont réussi, malgré l'interdiction du jansénisme, à faire interdire une pratique de l'évêque d'Amiens, de l'époque, la pratique de l'interdiction des billets. Alors, quand les gens allaient mourir, il y avait le sacrement. Et pour faire son sacrement, avant de mourir, il fallait avoir un billet du curé. Si on ne l'avait pas, on n'était pas du tout sûr d'aller au paradis. Et donc les gens,
ils avaient peur, même si... Et évidemment, avec Jean Boutor, qui était quand même assez fanatique sur les bords, eh bien, comment dirais-je, les jansénistes avaient du mouron à se faire. Et le Parlement de Paris avait obtenu l'interdiction de cette pratique, de l'interdiction des billets. Et pourtant, ici en Picardie, l'évêque et ses curés continuaient d'interdire qu'on donne des billets pour des tickets pour l'au-delà, en quelque sorte. Bon, alors ça c'est en 1739, les années passent, c'est un peu le statu quo, et puis, tenez, je vous ai trouvé une carte postale du château du Plessis-Rosainvillers au début du XXe siècle, qui avait été racheté par les Sénards à la noble famille des De Cambrai qui possédaient la seigneurie. Et ce château, bon, il avait été remanié, voilà, sur la carte postale il était remanié, mais on voit les bâtiments à gauche et à droite dans lesquels se trouvaient les métiers à tisser, a priori, des bonnetiers qui travaillaient pour les jansénistes qui, eux, avaient un beau château. Ils étaient riches, et comme ils étaient riches, ils rachetaient des seigneuries et ils se donnaient des noms en de quelque chose, vous savez, ces noms à rallonge. Sénard, de Croissy, par exemple. Et alors, j'ai trouvé un qui était particulièrement étonnant. Jean-Baptiste Sénard, de Croissy, me semble-t-il, à sa mort, son inventaire après décès, qui se trouve à Paris, aux Archives nationales, signale 140 000 livres, vous c'est pas mal, et il a épousé sa femme, et, bon, ça c'est normal, mais sa femme s'appelait Marguerite Cavenel. Et Cavenel, si vous vous souvenez bien, c'est le nom de la famille des Despointeurs. Donc c'est des gens du Santerre. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre qu'il ait épousé une Cavenel. Bon, c'était des gros paysans, mais à ce point, ils n'avaient pas 140 000 livres, eux. Et donc j'ai cherché qui était cette Marguerite Cavenel. Elle était de Frénois-en-Chaussée, un tout petit village, et son père était manouvrier, c'est-à-dire ouvrier agricole. Et quand il est mort, son père, il avait 110 livres. Alors avant d'épouser Marguerite, il lui avait fait quelques enfants qui naissaient à Paris et qui étaient baptisés à la paroisse Saint-Eustache, à côté des Halles. Et alors, c'est sûr qu'il y avait quand même... Au début, on n'a pas le nom du père. Bon, après, on l'a. Les enfants avaient des prénoms jansénistes. François Moïse, Marie, Déborah. Vous voyez, parce que les jansénistes utilisaient à la fois des prénoms catholiques, classiques, on va dire, et puis des prénoms issus de l'Ancien Testament, comme les Juifs. Mais c'était le prénom caché. François Moïse, ça devait être François pour tout le monde. Et en tout cas, c'est quand même un signe. Et alors, donc, ce Jean-Baptiste Sénard, il a épousé, du haut de toute sa fortune, une jeune bergère, qui devait être très jolie, et dont le père avait 110 livres. Il est mort avant elle, elle est morte peu après, et comme ses enfants étaient morts aussi, de toute façon, bon, c'est une branche qui s'est éteinte, mais ils étaient nombreux, les Sénards, il y avait 5 frères. Alors après, ils ont continué de vivre là, la manufacture a brûlé pendant la Révolution. Au XIXe siècle, il restait 2 filles, dont l'une était considérée comme une sainte, la sainte du Plessier. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce village, le jansénisme, après la Révolution, tout le monde s'en fiche, c'est terminé, et c'est le village des sans-culottes au moment de la Révolution. C'est le village où on rebaptise les rues en les appelant Marat, rue Marat, rue du Canon, rue de la Fraternité, pas dans les autres villages. Vous voyez, donc on a quand même des gens qui sont peut-être plus qu'autour encore des fortes têtes, prêts à en découdre avec les autorités, en dépit des régimes, malgré les régimes, etc. Bon, alors qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Jean Boutor, ce malin, il a continué de refuser de donner des billets de confession. Et puis, les Sénards ont eu une idée fructueuse. Ils ont fait mander le curé pour une jeune femme qui était en train de mourir dans le village. Donc imaginez-la au lit, elle va mourir, et puis elle demande de billets de confession, et le curé, non, tu ne l'auras pas, puisque tu es une janséniste, etc. En fait, elle n'était pas du tout malade, donc ensuite elle va se relever et elle va pouvoir témoigner.
à Paris, au Parlement, devant les officiers pour dire « il m'a refusé le billet de confession ». Ça fait un scandale terrible. Voltaire, c'est comme ça que j'ai connu l'histoire, il se saisit de l'affaire dans son siècle de Louis XV et il dit « il y avait à Roisinvillers, en Picardie, un village avec un curé fanatique qui... » etc., etc. Et donc le curé est arrêté. Il est jugé, condamné au bannissement hors du royaume. Il ne le fait pas parce qu'il va se cacher dans son village natal, à Terraménil, près de Doulan. Il se cache dans une grange, il monte une échelle, voilà, il se cache là, et puis il avait quand même 75 ans, 75 ans, après le document. Le soir de Noël, qu'est-ce qu'il lui prend? Il descend de sa grange, et puis paf, il glisse de l'échelle, il tombe, il se tue. On peut se demander s'il a été poussé, mais ce qui est sûr, c'est que grâce à cela, ici, aux archives départementales, on a une liste tout scellée de ses biens sur son presbytère. Et on voit un clos scellé apposé avec un P en la maison presbytérale du Plessis après la mort de maître Jean Boutor en date du 30 décembre 1754. Et c'est intéressant parce qu'on a l'intérieur de sa maison et un scoop, donc Jean Boutor, eh bien, il buvait du café et il avait une râpe à sucre. Donc il buvait son café sucré. Voilà, je vous remercie. Évidemment, je n'ai pas tout raconté dans mon livre, parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc, si vous voulez faire des cadeaux à Noël, ou le lire éventuellement, c'est bien aussi. J'en ai apporté quelques exemplaires que je peux dédicacer. Ce n'est pas obligatoire, évidemment. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. En fait, votre livre, c'est quoi? C'est plusieurs histoires comme ça, ou alors c'est quelque chose de continu quand même malgré tout? Ah non, ce ne sont pas plusieurs histoires. En réalité, j'utilise les histoires pour montrer à quoi ressemblait la justice d'Ancien Régime. Et en particulier à travers le prisme des documents d'archives sur le bailliage de Montdidier. Donc pour cela, il y a pas mal d'exemples. Mais là, ici, ce sont des exemples décousus parce que j'ai une heure. Donc, c'est pas évident de problématiser. Mais dans le livre, voilà. Après. Oui? Ce qu'on voit quand même par rapport à notre époque, c'est qu'il y a une violence considérable. Les gens ne sortent pas avec la Kalachnikov, mais ils sortent avec... Tout le monde a un couteau. Tout le monde a un couteau, et en Picardie, c'est pire parce qu'on est dans une région qui a été longtemps une région frontalière. Oui. Hein, jusqu'au traité des Pyrénées en 1659, le Pas-de-Calais, c'était les Pays-Bas espagnols. Donc c'était l'Artois, c'était pas chez nous. Et en fait, les paysans n'avaient pas le droit d'être armés, sauf dans les régions frontalières, toujours susceptibles d'intrusion ennemie. Et ici, en Picardie, les paysans avaient le droit d'être armés, jusqu'en 1659. Alors il y avait une culture de l'arme, et après, évidemment, après 1659, c'est interdit, mais enfin bon, vous savez comment c'est. Hein. Il me semble, il y a encore 2-3 ans, il y a eu peut-être plus, je ne sais plus, il y a eu une annonce, il fallait donner son fusil de chasse sur la... Bon, ils en ont récolté je ne sais pas combien, mais en réalité, c'était la partie émergée de l'iceberg, j'imagine. Voilà. Donc, il y avait cette culture qui restait, et les gens étaient armés, et quand ils n'avaient pas d'armes à feu, ils avaient de toute façon le tranche-pain, le gros couteau, voilà, qui était la virilité, quoi. Un homme, il avait un couteau, et un couteau, ça part vite. Bon, voilà. Mais c'était pas considéré comme une arme, un couteau. Non, en plus. Et alors, c'est quelqu'un qui peut manger une pomme et... Oui, c'était pas une arme. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les inventaires après décès, il n'y a jamais de couteau. Comme si c'était un objet, bon, on ne l'inventerie pas. Ça fait partie du personnage, en quelque sorte. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, oui, c'est... Oui. Oui, je crois qu'il y a aussi le fait que dans cette partie dans le Santerre, il y a beaucoup de jeunes gens qui s'engagent comme militaires pendant longtemps. Enfin, moi, j'ai commencé à inventorier Rosières, Aurélie. Il y en a énormément.
Tout à fait. Je dirais, j'ai l'impression que c'est au moins sur un petit village, comme Vrély, ça ne doit pas faire beaucoup d'habitants, mais il y a au moins 3 ou 4 jeunes gens de la même génération. J'ai un ancêtre, par exemple, il y a son beau-frère, son cousin, et puis il y en a un autre du village à côté, puis encore un plus loin. Oui. Et j'ai que commencé à dépouiller, puisque... Ce sont des réseaux. Ça, il me semble que ça représente beaucoup de monde. C'est tout à fait vrai. On est dans une région ici où, en plus, le fait qu'on soit en situation non frontalière, depuis le Moyen-Âge, il y a eu des bandes d'archers. Enfin, on est... La Picardie, bon, d'une manière générale, ce qui correspond aux Hauts-de-France aujourd'hui, et puis au Grand Est, les jeunes s'enrôlent très régulièrement, beaucoup plus que dans le reste du pays. C'était Jean Corbusier, il me semble, qui est un historien qui a travaillé beaucoup au service historique de la Défense à Vincennes, et qui a publié plusieurs ouvrages avec des proportions où il dit... Ça doit être de l'ordre de 5% de la jeunesse ici, alors qu'en Bretagne, c'est 0,2% par exemple. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'important. Et effectivement, comme c'était des réseaux, quand vous en avez un qui met le doigt dedans, après vous avez les cousins, le parrain, etc. Et puis il ne faut pas oublier que souvent le seigneur, il enrôlait, après les moissons, il enrôlait des jeunes qui pouvaient désœuvrer. Alors soit des malouvriers qui étaient pauvres, soit des fils de laboureurs, mais qui attendaient d'hériter, quoi. Parce qu'on était majeur à 25 ans, donc c'était tard. Si les parents étaient toujours là, les relations sexuelles en mariage étaient interdites, c'était très ennuyeux en réalité, et donc les gens se disaient, en tout cas les fortes têtes, peut-être les têtes brûlées, se disaient, bon, bah, je vais m'enrôler, je verrai du pays, et puis un militaire, il pouvait faire ce qu'il voulait après, et puis il pouvait revenir, et beaucoup revenaient. J'ai travaillé aussi sur le Santerre, donc sur ces militaires, ça m'a interpellé, pas pour l'armée en tant que telle, mais plutôt pour ce que ces gens-là pouvaient véhiculer quand ils revenaient. Et en gros, il y a 50% des gens qui reviennent, soit invalides, soit en forme, et après, ils ont des destins différents. S'ils savaient lire et écrire, ils peuvent prendre du galon dans le village, si je puis dire. D'autres, au contraire, finissent pas très bien. Ça se voit, par exemple, la Rosière, il y a parce que comme ils s'appellent, ils ont tous, enfin, il y a 3 ou 4 patronymes, hein, Blanquet, Bourse, machin. Donc, ils ont comme surnom la montagne, la violette, la rose, la fleur, le tambour. Donc, je suppose que tous ces gens-là étaient dans l'armée, d'autant plus ont été militaires, d'autant plus que, par exemple, il y a les Péchons, alors il y en a un qui est tambour, l'autre la rose, etc. Et j'en ai retrouvé plusieurs, des Péchons enrôlés vers 1760 et quelques. Oui. C'est en ils plus, reviennent, effectivement, au bout de quelques années, ça leur permet visiblement de reprendre. Ce sont les puinés, donc ils peuvent ouvrir une entreprise, par exemple il y a des maçons, le père est maçon, c'est le fils aîné qui a mais eux ils vont ouvrir leur propre entreprise. Et c'est pareil pour les métiers à faire bas, qui sont très nombreux, c'est un coin de bas d'Estamier. Et les métiers à faire bas, comme c'est donc les métiers à tisser, eh bien ça coûtait cher. Et souvent, la communauté paroissiale demandait à un jeune si ça l'intéressait de partir dans les troupes de Sa Majesté. Et tout le monde se cotisait pour l'envoyer, pour éviter aussi le tirage au sort dans la milice. Ça, c'est assez fréquent aussi. On retrouve pas mal dans les minutes des notaires, ce genre de traité. Enfin, en tout cas, oui, ce que vous avez retrouvé à Rosières, je l'ai retrouvé aussi à Moreuil. Et alors, c'est intéressant parce que quand vous avez des descriptions, enfin, quand vous avez des soldats comme ça, après, vous cherchez dans les registres qui sont en ligne maintenant. Les registres d'enrôlement qui sont en ligne sur le site du service historique de la Défense, et on a la description. En plus du surnom, on a leur taille, lui il avait les cheveux longs, lui était frisé, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses, et puis on voit ce qui leur est arrivé aussi. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Non? Mais merci beaucoup Hervé. Merci à vous. On se retrouve, si vous êtes d'accord, le 3 décembre prochain pour la dernière conférence de l'année, qui sera plus douce
puisque Mme Guillaume viendra nous parler des pâtissiers, chocolatiers et biscuitiers amiénois. Voilà, on terminera l'année en douceur. Il est toujours possible de s'inscrire aux lectures d'archives. Les prochaines lectures auront lieu les 15 et 17 novembre et 22 et 24 novembre. Le vendredi soir, c'est à 19h. Et le dimanche, c'est à 15h. C'est sur inscription, mais c'est gratuit. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Merci beaucoup, bonne soirée.